Le cliquetis cristallin, aigu et presque joyeux, perça l'air lourd de notre salle à manger. Un son inapproprié pour la scène qui se jouait, un écho moqueur de tous les anniversaires passés, des rires étouffés, des promesses murmées. Ma paume, curieusement ferme, enserrait le pied élancé du verre de champagne. 20 ans. 20 ans de mariage. L'éclairage tamisé, voulu par Élise, jouait sur le chrome des couverts, sur la nappe d'un blanc cassé que nous n'utilisions que pour les grandes occasions. Elle avait toujours eu le don de créer l'ambiance, même quand l'âme en manquait cruellement. Mon regard ne la quittait pas. Elle était assise en face de moi, drapée dans cette robe de soie bleu nuit qu'elle adorait, ses cheveux auburn coiffés avec une sophistication étudiée. Un sourire, parfaitement exécuté, étirait ses lèvres. Un sourire qui ne parvenait pas à atteindre ses yeux, des yeux qui, malgré leur maquillage subtil, brillaient d'une tension que seule une intime connaissance pouvait déceler. Je la connaissais. Je la connaissais mieux que quiconque, peut-être même mieux qu'elle ne se connaissait elle-même. Et c'est cette connaissance qui avait creusé l'abîme entre nous, qui avait rendu ce moment inévitable. Mes doigts frôlaient le bord du verre. Les bulles montaient en spirale, incessantes, vers la surface. Une effervescence sans joie. Quelques secondes plus tôt, sous le prétexte d'admirer le reflet de la lumière dans le liquide doré, j'avais effectué l'échange. Un mouvement si minime, si fluide, que même un œil averti aurait pu le manquer. J'avais répété la scène des dizaines de fois dans le secret de mon bureau, mes mains devenant expertes dans cette danse furtive, interchangeant des verres d'eau remplis au même niveau, calibrant le poids, le geste, le timing. L'art de la prestidigitation, appliqué à l'art de la vengeance. Le verre qu'elle tenait maintenant était le sien, celui qu'elle avait préparé pour moi, avec cette substance incolore et inodore qu'elle pensait indétectable. Le verre que je tenais, celui que j'aurais dû boire, était le champagne intact. L'ironie était une lame froide, effilée, glissant le long de ma colonne vertébrale. Elle avait toujours aimé les mises en scène, les scénarios tordus. Et ce soir, elle était la vedette de son propre drame, sans même le savoir. Je me suis souvenu de Marc. L'homme que j'étais, il y a 20 ans. Le jeune architecte plein d'idéaux, le cœur battant à la chamade à chaque fois qu'Élise entrait dans une pièce. Le type un peu gauche, peut-être, mais débordant d'une confiance aveugle, d'une foi inébranlable en l'amour, en la loyauté. Un homme qui aurait ri de l'idée même d'une trahison, qui aurait défendu son mariage comme un lion son petit. Je me souvenais de la façon dont le soleil de septembre filtrait à travers les vitraux de la mairie ce jour-là, baignant son visage d'une lumière presque divine. Je me souvenais de l'odeur du lys qu'elle portait dans ses cheveux, du tremblement de sa main quand je lui avais glissé l'alliance. Des sensations si pures, si fortes, qu'elle me paraissait aujourd'hui appartenir à une autre vie, à un autre homme. Cet homme-là est mort, assassiné par des petits riens, des ombres, des silences trop lourds. À nous, mon amour, dit Élise, sa voix un peu trop douce, un peu trop forcée. Elle leva son verre. Le tintement, encore. Mon estomac se serra, non pas de peur, mais d'une anxiété glacée, celle qui précède un saut dans le vide. Avais-je raté un détail? Était-elle assez perspicace pour voir au-delà de mon calme apparent? Non. Sa propre arrogance, son sentiment de supériorité, avaient été ses pires ennemis. Je levai mon verre en retour, mes yeux fixés sur les siens. Un pacte silencieux. Un adieu. Elle esquissa un nouveau sourire, un peu plus détendu cette fois, persuadée d'avoir déjà gagné. Elle pencha son verre, les lèvres effleurant le rebord. La première gorgée. Elle la prit avec l'aisance d'une femme habituée au bon champagne. Un bref mouvement de déglutition. Rien. Aucune grimace, aucun signe de reconnaissance. Le poison, mon poison, celui qu'elle m'avait destiné, était invisible, insipide, et sans odeur. Un travail d'orfèvre. Ou plutôt, un travail de chimiste amateur, perfectionné par un cœur brisé. À ce moment précis, j'ai su que c'était fait. Le point de non-retour était franchi. Les dés étaient jetés sur une table que nous avions tous deux dressée, chacun pensant manipuler l'autre. Le goût amer du jubilé. Pour elle, c'était le début d'une lente descente aux enfers. Pour moi, le début d'une vie sans elle. Une vie sans la femme que j'avais tant aimée, et qui m'avait si froidement sacrifié. Quelques mois auparavant, la vie n'avait été qu'une tapisserie de routine confortable, tissée de fils d'or et de certitude. Notre maison, une villa des années 30 que j'avais restaurée de mes mains, pièce par pièce, était une extension de nous-mêmes.
les murs en pierre apparente que j'avais patiemment dégagés, le parquet en chêne que j'avais poncé et verni jusqu'à ce qu'il brille comme un miroir, les grandes baies vitrées donnant sur le jardin où j'avais planté chaque arbre, chaque arbuste. Architecte, c'était plus qu'un métier pour moi, c'était une façon d'être, de construire, de donner forme au monde, aux idées. Je me voyais un peu comme le bâtisseur de notre propre bonheur, brique par brique, poutre après poutre. Le matin, le rituel était immuable. Le sifflement aigu de la bouilloire à 7 heures pile, le doux grondement de la machine à café italienne que j'avais ramenée d'un voyage à Florence. L'odeur du café moulu, riche et enveloppante, se mêlait à celle du pain grillé. Élise descendait toujours quelques minutes après moi, les pieds nus sur les marches froides de l'escalier en pierre que j'avais dessiné. Elle entrait dans la cuisine, un sourire paresseux aux lèvres, le même depuis 20 ans, le même que j'avais appris à déchiffrer. Je lui tendais sa tasse de porcelaine fine, remplie de son café noir, sans sucre. Elle s'asseyait en face de moi, les doigts enroulés autour de la chaleur de la tasse, lisant le journal qu'elle avait déjà effleuré la veille sur sa tablette. Nos conversations matinales étaient faites de silences confortables, de murmures occasionnels sur les projets de la journée, de blagues intérieures à peine ébauchées. Une routine rassurante, une encre dans un monde en constante ébullition. Après le petit déjeuner, je me dirigeais vers mon bureau, une pièce lumineuse au rez-de-chaussée, avec des planches à dessin qui recouvraient toute une moitié du mur. L'odeur de bois ciré et de papier neuf s'y mêlait à celle, plus subtile, de l'encre et du graphite. Les maquettes en carton, les rouleaux de plans, les livres empilés sur la longue table en noyer. C'était mon refuge, le lieu où naissaient mes projets, où je donnais corps aux rêves de mes clients. La vue sur le jardin était ma source d'inspiration, le chant des oiseaux, la danse des feuilles dans le vent, autant de rappels de la beauté et de la complexité du monde. Élise, de son côté, avait un emploi du temps plus fluctuant. Elle était consultante en marketing digital, travaillant souvent de la maison, mais avec des rendez-vous extérieurs, des déjeuners professionnels, des séminaires. Elle gérait son agenda avec une autonomie que j'avais toujours admirée. Ses journées étaient remplies d'appels téléphoniques, de visioconférences, de mails. J'entendais parfois le tintement de son clavier depuis mon bureau, un son familier qui ponctuait le rythme de nos journées. Nos soirées étaient tout aussi prévisibles et douces. Dîner, souvent préparé par moi où j'aimais cuisiner, c'était une autre forme de création autour de la table en bois massif. Le vin, choisi avec soin, les bougies allumées, la musique douce en fond sonore. Des discussions sur nos journées, sur les nouvelles du monde, sur nos projets futurs. Ensuite, un film, un livre, ou simplement le silence, côte à côte, sur le canapé en velours écru. Parfois, la lecture d'un roman à voix haute, nos voix se mêlant dans la quiétude de la pièce. La chaleur de son corps contre le mien, le doux frottement de sa peau sous les draps, des gestes répétés, des caresses familières. Tout, absolument tout, disait la stabilité, l'amour, la complicité. Une façade impeccable, construite pierre après pierre, polie par les années, un tableau parfait où chaque touche semblait à sa place. Mais derrière le vernis, je sentais déjà les premières craquelures, les premières fêlures invisibles qui allaient finir par faire s'écrouler tout l'édifice. Le confort de cette routine était en réalité une prison dorée, dont je ne savais pas encore que j'allais devoir m'évader, et de la façon la plus brutale qui soit. Le cabinet d'architecture que j'avais fondé, Marc et Associés, était ma seconde peau. Les lignes pures, la lumière étudiée, la fonctionnalité élégante c'était le reflet de l'ordre que j'aimais instiller dans mon monde, un ordre qui, je le savais alors, était une illusion. Mes journées commençaient toujours de la même manière, à 6 heures. Le craquement du parquet sous mes pieds nus dans le silence froid de l'aube, l'odeur du café noir qui montait dans la cuisine immaculée, le frottement du crayon sur le papier calque dans mon bureau avant que le soleil ne se lève pleinement. Élise, elle, émergeait plus tard, son parfum habituel, un jasmin capiteux et chaleureux, se mêlant à l'odeur du toast grillé. Nous partagions le petit déjeuner sur la terrasse, face au petit jardin que j'entretenais avec une minutie quasi obsessionnelle. Des scènes de bonheur tranquille, répétées jour après jour, année après année. 20 ans de ce rituel. Devant le monde, nous étions l'incarnation de la réussite, le couple solide, inébranlable, nos sourires synchronisés lors des galas d'entreprise, nos conversations fluides et complices, nos mains qui se trouvaient naturellement sous la table. Nos amis, nos collègues, tous nous voyaient comme un modèle, une preuve que l'amour durable existait encore. Élise, consultante en communication, excellait à cultiver cette image. Elle avait cette capacité à faire briller notre union, à la rendre enviable. J'en étais fier,
aveuglément fier. Ce n'était pas une façade, me disais-je, c'était notre réalité, juste embellie pour les autres. Une légère couche de vernis sur un bois massif. Les premières craquelures sont apparues, insidieuses, presque imperceptibles, comme une patine trop fine qui s'écaille. Je me souviens d'un matin, particulièrement brumeux, l'air encore lourd de l'humidité nocturne. Je me suis réveillé avant elle, comme d'habitude, et en me redressant, j'ai senti une odeur. Pas son jasmin familier, mais quelque chose d'autre. Plus sec, plus boisé, avec une pointe d'épices presque masculine. C'était subtil, comme un souvenir lointain, niché au creux de l'oreiller d'Élise. J'ai froncé les sourcils, passant ma main sur le tissu frais. Mon cerveau, toujours pragmatique, a cherché une explication, c'est peut-être un échantillon qu'elle a testé hier, ou une odeur rémanente d'un client. Je l'ai ignoré, ou du moins, j'ai essayé. Mais l'odeur est revenue. Pas tous les jours, non. Mais sporadiquement, un matin où elle était rentrée tard, ou après une de ces soirées entre filles où son énergie semblait différente, plus distante. Je me surprenais à renifler discrètement l'oreiller, comme un chien de chasse. Cette odeur, devenue un fantôme olfactif, s'ancrait doucement dans mon esprit, une petite épine sous la peau. Ensuite, il y a eu le téléphone. Pas son iPhone élégant, celui qu'elle utilisait pour le travail, pour nos conversations, pour les photos de nos vacances. Non. Un petit appareil bas de gamme, gris anthracite, qui n'avait rien à voir avec son esthétique habituelle. Je l'ai aperçu pour la première fois un soir, glissé sous un coussin du canapé, le petit écran s'allumant silencieusement, une brève lueur bleue dans la pénombre du salon pendant qu'Élise était sous la douche. Mon cœur a fait un bond. Mon premier réflexe a été de l'attraper, de fouiller. Mais quelque chose m'a retenu. La peur de ce que je pourrais y trouver, sans doute, mais aussi la force de 20 ans de confiance. J'ai repoussé le coussin, comme si je n'avais rien vu. Mais l'image de ce petit bloc de plastique, ce réceptacle de secrets potentiels, a commencé à tourner en boucle dans mon esprit. Il réapparaissait. Dans son sac à main, le sentais-je contre ma jambe lorsqu'elle posait son sac sur la chaise à côté de moi au restaurant. Une fois, j'ai même cru l'entendre vibrer sous son manteau, suspendu à l'entrée, alors qu'elle était à l'étage. Chaque petite lumière furtive, chaque vibration muette, devenait une question lancinante, un mur invisible s'élevant entre nous. Ma précision d'architecte se transformait en celle d'un guetteur, d'un espion dans ma propre maison. Les absences, elles, étaient plus difficiles à ignorer. Au début, c'était subtil. Une réunion qui s'étirait au-delà de minuit, alors que d'ordinaire elle rentrait vers 20 heures. Un séminaire de team building le week-end, dont elle revenait étrangement fatiguée, les yeux cernés, sans l'enthousiasme habituel qu'elle affichait pour ces événements. J'ai remarqué qu'elle ne parlait jamais des détails, des anecdotes, de ce qui faisait le sel de ses expériences. Quand je lui posais des questions, ses réponses étaient vagues, parfois même un peu agacées. Oh, tu sais, Marc, c'était juste des réunions, rien de passionnant. La voix était un peu trop monocorde. Il y a eu cette fois où elle m'a dit qu'elle travaillait tard sur un projet urgent dans les bureaux de son client, à l'autre bout de la ville. Mon propre projet m'avait obligé à rester tard également. En rentrant, vers 23 heures, j'ai pris un léger détour, sans vraiment savoir pourquoi. Mon chemin me faisait passer devant les bureaux de ce client. Les lumières étaient éteintes. Pas une voiture sur le parking. Le silence complet. J'ai ralenti, ma voiture frôlant le trottoir. Mon sang s'est glacé. C'était un petit détail, insignifiant peut-être, mais il ne collait pas. Il y avait une faille dans son récit, aussi infime soit-elle. Une seconde, une fraction de seconde, le doute m'a traversé, froid et tranchant comme un rasoir. Je l'ai chassé. J'ai essayé de me convaincre qu'elle avait dû changer de lieu de travail, qu'elle m'avait juste mal informé, que mon cerveau cherchait des complications là où il n'y en avait pas. Mais la graine était plantée. Elle a germé lentement, nourrie par l'odeur inconnue, par la lumière furtive du téléphone, par les incohérences dans ses récits. Je me suis mis à observer Élise comme jamais auparavant. Sa façon de croiser les jambes quand elle me parlait de sa journée, le léger frémissement de ses doigts quand son téléphone, astérisque son vrai téléphone astérisque, vibrait, son regard qui s'attardait un instant trop longtemps sur le rétroviseur de la voiture quand nous étions arrêtés à un feu rouge. Chaque geste, chaque silence, chaque infime variation de son comportement devenait un indice potentiel. Ma confiance, autrefois une cathédrale de verre, commençait à se fissurer,
et les éclats de lumière qui passaient à travers ces fissures ne révélaient pas la vérité, mais une distorsion, une ombre mouvante. Ces nuits, où le monde s'éteignait autour de moi, devenaient un supplice. Je m'allongeais à côté d'Élise, son souffle régulier et calme contrastant avec le tumulte de mon esprit. Les chiffres de mon réveil digital clignotaient, hypnotiques, 1h17, 2h43, 3h09. J'essayais de dormir, de chasser ces pensées parasites, mais elles s'accrochaient à moi comme des lianes venimeuses. Je rejouais nos conversations, nos 20 ans de vie commune. Où avais-je pu rater un signe? Avait-elle toujours été ainsi, ou était-ce une transformation récente? Mon cerveau, habitué à structurer, à construire, se retrouvait face à un chaos qu'il ne parvenait pas à organiser. Le parfum. Le téléphone. Les mensonges. Était-ce une preuve? Ou étais-je en train de sombrer dans une paranoïa délirante, fruit d'un stress professionnel ou d'une crise de la cinquantaine? Je me pinçais le bras, parfois, juste pour sentir une douleur réelle, pour me rassurer que j'étais encore là, ancré dans une réalité que je sentais m'échapper. Je me levais, marchais pieds nus jusqu'à la cuisine, buvais un verre d'eau fraîche, mes muscles tendus, le ventre noué. Le silence de la maison, autrefois réconfortant, était devenu pesant, rempli de non-dits et de questions sans réponse. Je me sentais seul, plus seul que je ne l'avais jamais été, même avec Élise endormie à quelques mètres de moi. L'homme méthodique et stable que j'étais avait laissé place à une silhouette écorchée, prisonnière de ses propres pensées. Le parfum inconnu sur l'oreiller, ce n'était pas une fissure. C'était une brèche. Une de celles qui vous laissent une traînée froide dans les poumons, même quand la pièce est chauffée. Je n'étais plus un homme qui doutait dans l'ombre, j'étais un chasseur, méthodique et silencieux, dans ma propre maison devenue forêt hostile. Le masque d'Élise, si parfaitement ajusté pendant 20 ans, commençait à fondre, révélant la bête sous le phare. Mon architecte intérieur ne pouvait s'empêcher de chercher la faille structurelle. La première pierre de ma nouvelle fondation, celle de la vengeance, fut posée sur le socle des finances. Je me souviens de ces nuits où je glissais du lit, le matelas soupirant à peine sous mon poids, et m'installais devant l'ordinateur de notre bureau. L'écran froid projetait une lumière bleue sur mon visage, révélant les cernes qui s'étaient creusées comme des rivières asséchées. Élise était une femme ordonnée, presque maniaque, avec ses comptes bancaires. Elle laissait tout ouvert, persuadée de ma confiance aveugle. C'était ça, la clé. Mon doigt hésitait au-dessus de la souris, puis cliquait, implacable. Les relevés défilaient, ligne après ligne. Au début, c'était juste une vérification, une sorte de rituel absurde pour me prouver que je me trompais. Mais les chiffres ne mentent pas. Les restaurants, des adresses que nous n'avions jamais fréquentées ensemble, des boutiques de lingerie dont les articles n'avaient jamais fini dans notre garde-robe, des week-ends dans des hôtels de charme où je n'avais jamais mis les pieds. Chaque dépense était une goutte d'acide sur ma rétine, brûlant l'image de la femme que je croyais connaître. Les dates se chevauchaient parfois avec ces conférences professionnelles ou séminaires urgents. L'odeur du café froid traînait dans la pièce, ma gorge serrée par une boule invisible. Je me souviens d'une dépense particulièrement ostentatoire, un bijou, une montre pour homme, achetée le jour de l'anniversaire de Philippe. Philippe, mon ami d'enfance, mon associé, l'homme avec qui j'avais bâti notre cabinet d'architecture, pièce par pièce. Le clavier crissait sous mes doigts, mes pupilles dilatées par la lumière de l'écran, le cœur battant dans ma poitrine, un tambour sourd et lointain. J'avais l'impression que l'air manquait, que les murs se resserraient. Le lendemain matin, mon visage était une toile de maître de fatigue et d'indifférence. J'avais l'impression de traverser une vitrine, le monde autour de moi continuait, bruyant et coloré, mais je n'entendais que le silence de mon monde en ruine. Elle était là, à la cuisine, préparant nos cafés. Son rire cristallin en regardant son téléphone. C'est à ce moment-là que j'ai su que le deuxième téléphone n'était pas un mirage de ma paranoïa. Il devait exister, quelque part. Je l'ai cherché comme on cherche un trésor maudit. Dans son sac à main, une cachette évidente mais si souvent négligée. Sous une pile de foulards en soie, au fond d'un tiroir de sa commode, parmi des culottes de dentelle, d'un rouge écarlate que je ne lui avais jamais vu porter. Mon cœur cognait contre mes côtes, un marteau fou. Et puis, je l'ai trouvé. Un smartphone discret, noir mat, si fin qu'il se fondait dans l'ombre. Il était sous le tapis de son côté du lit, coincé juste assez pour ne pas être visible mais accessible d'un geste furtif. Mes doigts tremblaient en le prenant. Il n'y avait pas de code peint, pas de schéma. Elle était si sûre de mon ignorance,
de ma confiance béate. Ce détail m'a traversé comme une lame, l'expression de son mépris. Les messages. Dieu, les messages. C'était une déferlante de banalités obscènes. Des mots doux, des blagues salaces, des rendez-vous discrets. Et les noms. Philippe. Thomas. Non pas l'un après l'autre, mais parfois en simultané, se mêlant dans les fils de discussion comme des araignées tissant leur toile. Philippe, ce frère que je m'étais choisi, l'homme qui tenait la place d'honneur à notre table, dont les enfants appelaient Élise Tata. Et Thomas, cet autre ami, plus jeune, toujours à rire à mes blagues, que je considérais comme un petit frère. Le sang montait à mes tempes, un rouge violent. Je voyais leurs visages rieurs à nos dîners, leurs mains posées sur mon épaule, le regard soi-disant complice qu'ils me lançaient. Était-ce une farce? Une pièce de théâtre macabre dont j'étais le seul spectateur inconscient? L'écran du téléphone brûlait mes doigts, chaque mot une braise incandescente. Des photos. Des photos qu'on ne voit que dans les cauchemars. Le corps d'Élise enlacé à celui de Philippe, dans Astérisque mon Astérisque lit, à l'heure où je prenais l'avion pour un congrès à Berlin. Leur sourire complice. Son regard, un mélange de défi et de jouissance. Et puis, les vidéos. Des fragments de leurs ébats, filmés par elle, pour je ne sais quelle raison perverse. Entendre leurs rires étouffés, leurs murmures, la voix d'Élise qui n'avait jamais sonné si étrangère, si vulgaire. Mon estomac se tordait, mes muscles se contractaient. J'avais l'impression que la bile montait dans ma gorge. La nausée passée, il restait une clarté effrayante. Je devais aller plus loin. Je devais entendre. Les enregistrements. J'avais lu des articles sur les petits micros espions, discrets, à longue portée. En tant qu'architecte, la technologie n'avait pas de secret pour moi. Un après-midi où Élise était censée être chez sa mère, j'ai fouillé. J'ai trouvé une minuscule puce, dissimulée dans le cadre de notre photo de mariage, sur la table de nuit. Elle enregistrait. Elle m'enregistrait. Mon sang se glaça. Avait-elle anticipé ma méfiance? Ou était-ce pour elle-même, pour rejouer ses conquêtes? Je l'ai reconfigurée pour qu'elle enregistre en continu, et qu'elle me transmette les fichiers sur un serveur sécurisé. Et j'ai attendu. Attendu les silences, les absences, les murmures. Le premier enregistrement fut une conversation téléphonique. La voix d'Élise, douce et mielleuse, puis subitement dure et exigeante. Marc est chiant en ce moment. Il est tout le temps à la maison. Faut qu'il bouge. Notre anniversaire approche, tu sais? Puis, la voix de Philippe. Mon Philippe. Oui, ne t'inquiète pas ma puce, je gère. On a toujours notre plan, non? Mon corps entier s'est figé. Quel plan? Le sol semblait s'ouvrir sous mes pieds. La moquette, habituellement douce et rassurante, me semblait maintenant glissante, menaçante. L'atelier. C'était son refuge. Élise s'était passionnée pour la fabrication de bougies artisanales, de savons, de baumes. Un passe-temps qui justifiait l'achat de produits chimiques divers, d'huiles essentielles, de cire. Un jour, en passant devant la porte, une odeur âcre, métallique, a piqué mes narines, au-delà du parfum habituel de lavande ou de vanille. J'ai prétexté avoir besoin d'un niveau à bulles qu'elle utilisait parfois pour ses étagères. Elle était au téléphone, me jetant un regard distrait, presque agacé. Mon regard balaya la pièce. Des bocaux, des éprouvettes, des flacons. Et là, sur son établi, à moitié caché sous un tas de chiffons, un petit flacon ambré, sans étiquette apparente, mais avec un capuchon scellé d'une sorte de cire rouge. À côté, un feuillet froissé. Ma main tremblait en le saisissant. La police de caractère était médicale, scientifique. Neurotoxique. Dégénérescence progressive du système nerveux central. Insidieux, indétectable lors d'un premier examen. Les symptômes? Vertige, confusion, puis paralysie progressive, perte de mémoire, démence. La mort, lente, douloureuse, inéluctable, comme une plante qui se fane de l'intérieur. Mon sang s'est glacé. Mon cœur, lui, frappait comme un marteau-piqueur. Mon regard est tombé sur une date manuscrite en haut de la page. Notre 25e anniversaire. 25 ans de mariage, et elle voulait me transformer en légume, me faire disparaître sans laisser de traces,
afin d'hériter de notre patrimoine, de notre cabinet d'architecture. De ma vie. La pièce a tourné. Je me suis agrippé à l'établi, le bois rugueux sous mes paumes moites. Mon souffle sifflait entre mes dents serrées. Le plan. Le plan dont parlait Philippe. Il ne s'agissait pas de me quitter, de me ruiner. Il s'agissait de me tuer. De m'effacer de l'équation, discrètement, proprement. Le temps ralentit. J'ai vu Élise à travers le mur, son rire cristallin, sa main caressant le combiné. L'image de Philippe, ce sourire de faux ami, me revenait en boucle. La trahison ne s'était pas contentée de me blesser, elle cherchait à m'anéantir. Une vague de froid a déferlé sur moi, pas seulement le froid de la pièce, mais un froid intérieur, celui de l'âme qui se gèle. J'ai eu l'impression que l'air manquait, que chaque molécule d'oxygène était aspirée par ce vide qui venait de s'ouvrir en moi. Je me suis effondré sur une petite chaise bancale, ma tête entre mes mains. Des larmes? Non. Plus de larmes. La douleur avait dépassé le stade des pleurs. Il n'y avait plus que l'horreur. L'horreur froide, calculatrice, d'une femme que j'avais aimée plus que tout, prête à me faire souffrir le martyre pour des gains matériels et un plaisir éphémère. Les souvenirs de nos 20 ans de vie commune défilaient, comme des pellicules brûlées. Chaque mot doux, chaque geste tendre, chaque promesse échangée à l'autel. Tout n'était qu'un mensonge. Une mascarade. Ma douleur s'est transformée en une résolution implacable. Pas de rage aveugle, pas de cri. Juste une clarté effrayante. Je voyais la situation avec la précision d'un géomètre, les lignes droites de sa perfidie, les courbes de son hypocrisie. L'architecte en moi, celui qui conçoit des plans, anticipe les flux, gère les contraintes, s'est réveillé. J'ai commencé à construire. Pas un bâtiment, mais une vengeance. Une structure complexe, silencieuse, où chaque pièce s'imbriquait avec une logique implacable. Le flacon. Leurs mots. L'anniversaire. Le verre. Elle avait mis en place les pièces de l'échiquier, et maintenant, c'était à moi de jouer. Mon esprit, d'habitude tourné vers les esquisses de verre et d'acier, se dessinait maintenant une toute autre architecture, celle de sa chute. Je n'étais plus Marc, le mari blessé. J'étais le contremaître de sa propre destruction. Je me suis relevé, mes jambes un peu chancelantes, mais ma détermination, elle, était inébranlable. Le flacon ambré dans ma main, son contenu si maléfique, n'était plus une preuve de sa trahison, mais l'outil de ma justice. Le soir était tombé comme une chape de plomb sur la maison. Pas une obscurité paisible, non. Une nuit lourde, épaisse, qui semblait absorber le moindre bruit, le moindre souffle. Dehors, il n'y avait pas de lune. Seulement le silence pesant des jardins endormis. Dedans, la lumière tamisée de la salle à manger ne parvenait pas à percer l'atmosphère que j'avais moi-même contribué à tisser. Chaque objet sur la table, chaque pli de la nappe en lin, laissait transparaître le fardeau de cette 25e année de mariage. Élise avait insisté pour cette vaisselle de famille, celle de sa grand-mère. Les assiettes à bord dorés, les couverts en argent qui n'avaient pas été sortis depuis des années, chacun brillait sous le lustre en cristal, créant des éclats froids, presque coupants. J'avais passé la journée dans un état de quiétude étrange, presque anesthésié. Une sorte de calme olympien avant la tempête. Mais les minutes qui précédaient l'arrivée de Philippe et Thomas étaient différentes. Mon cœur battait à coups sourds contre mes côtes, un tambour tribal résonnant dans le silence de ma propre anticipation. Mes mains étaient moites. Je les essuyais discrètement sur mon pantalon, encore et encore, malgré l'air frais qui circulait, léger, venant de la cuisine où la fenêtre était restée entr'ouverte. J'entendais le sifflement ténu du vent qui courait dans les branches du vieux chêne. Puis, le grincement familier du portail. 2 coups secs. Le bruit des graviers sous les pneus de la BMW de Philippe. J'ai inspiré à fond, l'odeur du parfum d'Élise, un jasmin capiteux, flottant toujours dans l'air. Elle était déjà dans l'entrée, son sourire plaqué sur le visage, prête à jouer le rôle de la maîtresse de maison parfaite. Je l'ai rejointe, mon propre masque déjà bien en place, celui du mari un peu fatigué mais comblé. Philippe et Thomas sont entrés, les rires forcés, les tapes dans le dos. Philippe, mon ami d'enfance, mon associé, celui avec qui j'avais bâti tant de choses. Son regard, croisant le mien, était étrangement fuyant. Un éclair de malaise? De culpabilité? Je n'ai rien laissé paraître, mon visage était un livre fermé.
Thomas, lui, avait cette jovialité bruyante habituelle, mais je percevais une tension sous-jacente dans la manière dont ses yeux s'attardaient sur Élise un instant de trop, juste un battement de cils avant de revenir vers moi. Ils portaient tous deux des costumes sombres, comme pour une cérémonie funèbre, pensais-je avec une amère ironie. Élise a servi l'apéritif, des petits fours qu'elle avait commandés, des bulles d'un champagne bon marché, dissimulées dans un seau à glace en argent. La conversation s'est enclenchée, superficielle, pleine de ces lieux communs qui me donnaient la nausée. Les projets architecturaux de la société, le temps qu'il faisait le week-end dernier, la nouvelle série sur Netflix. Chaque mot était un effort, chaque sourire un mensonge. Je me suis concentré sur les détails, la tache de vin invisible sur la cravate de Thomas, le pli du pantalon de Philippe qui était mal repassé, les petits ongles parfaits d'Élise, vernis d'un rouge sang. Mes sens étaient en alerte, traquant chaque micro-expression, chaque hésitation. L'heure de passer à table est arrivée, avec son lot de chaises qui crissent sur le parquet. Élise a apporté le plat principal, un agneau qu'elle n'avait pas cuisiné elle-même, j'en étais sûr, mais qu'elle présentait comme son chef-d'œuvre. L'odeur de romarin et d'ail, un parfum normalement réconfortant, me semblait métallique, artificiel. Mon estomac s'était noué. J'ai à peine touché mon assiette. Puis, le moment. Élise a posé une bouteille de champagne sur la table, différente de celle de l'apéritif. Une petite étiquette manuscrite autour du col, 25 ans de bonheur. Elle m'a regardé, un sourire étrange flottant sur ses lèvres. Ses yeux brillaient d'une intensité que je n'avais jamais vue, un mélange d'excitation et de malice à peine voilée. Pour notre 25e, mes chéris, a-t-elle annoncé, la voix un peu plus forte qu'à l'accoutumée. Elle a brandi la bouteille. Une cuvée spéciale que j'ai trouvée. Pour fêter l'amour, l'amitié, et tout ce qui nous lie. Elle a attrapé la flûte en cristal que j'avais posée à ma droite. Elle a versé le liquide doré, les bulles pétillant joyeusement. Puis elle a fait de même pour Philippe, pour Thomas, et enfin pour elle-même. Son mouvement était précis, calculé. Je l'observais, mon souffle coupé. Elle avait préparé 4 verres. 4. Avait-elle l'intention d'impliquer mes amis dans mon accident? Ou de les endormir aussi pour s'assurer qu'ils ne seraient pas des témoins gênants? Mon verre était devant moi. Le liquide ambré brillait. Je sentais la puissance de la substance qui s'y trouvait, la même qu'elle gardait dans son atelier, la même que j'avais prélevée avec des gants chirurgicaux la semaine dernière. Le neurotoxique. Mon cœur résonnait dans mes tempes. J'ai eu l'impression que le temps s'était dilaté, que chaque seconde s'étirait à l'infini. J'avais répété ce geste un nombre incalculable de fois, dans le secret de mon bureau, avec des vers identiques. La dextérité, la fluidité du mouvement, le timing. Tout était gravé dans ma mémoire musculaire. Élise a levé son verre. À nous. Philippe et Thomas ont fait de même. Leurs regards ont croisé le mien. Il y avait une tension dans l'air, quelque chose d'indicible, comme un fil tendu prêt à se rompre. J'ai tendu ma main vers mon verre. Au même instant, Élise, dans un geste théâtral, a avancé son bras pour toucher mon verre avec le sien, comme pour un toast plus intime, plus personnel. C'était l'ouverture. Mon moment. Ma main a effleuré la sienne. Et dans ce micro-instant, alors que nos regards se rencontraient, l'un vide d'émotion, l'autre pétillant de fausse joie et de vraie perfidie, mes doigts ont opéré une rotation presque imperceptible. Mon pouce a poussé, mes autres doigts ont tiré. Le verre d'Élise, celui qu'elle tenait, s'est retrouvé dans ma main. Et le mien, celui qui contenait le neurotoxique, a glissé entre ses doigts. La manœuvre a duré moins d'une demi-seconde. C'était comme un tour de passe-passe, sans le fardeau de la magie. Seulement l'ingénierie de la haine. Personne n'a rien vu. Le mouvement était trop fluide, trop naturel dans le tumulte des toasts. Mon propre verre, maintenant rempli de ce que je savais être de l'eau aromatisée que j'avais préparée, était dans ma main. Le verre d'Élise, contenant sa propre potion, était dans la sienne. Et pour Philippe et Thomas? Pendant qu'Élise versait leur verre, j'avais eu le temps, lors d'une fausse maladresse avec la bouteille, de faire tomber une gouttelette de ma fiole dans leur flûte. Une fraction de seconde, une inclinaison opportune. C'était une danse macabre. Elle a bu. D'un trait. Ses lèvres ont claqué, un son aigu dans le silence de mon monde intérieur. MMMH, délicieux, a-t-elle déclaré, un sourire satisfait s'étirant sur son visage. Je savais que tu aimerais,
Marc. J'ai porté mon verre à mes lèvres, faisant semblant de boire, le liquide clair et inoffensif glissant sur ma langue. Un goût de rien. Un goût de vengeance. Les minutes ont commencé à s'écouler. Lentes. Pesantes. J'ai vu les premiers signes. Élise a commencé à rire un peu trop fort. Une blague de Thomas, banale, a été accueillie par un éclat de rire guttural, discordant. Ses gestes sont devenus un peu plus amples, un peu moins coordonnés. Ses joues se sont légèrement empourprées. Elle avait l'air relâchée. Libérée. Philippe, à côté d'elle, a posé sa main sur son genou, un geste furtif, inconscient, mais que j'ai vu. Ses propres yeux commençaient à avoir une lueur étrange, une sorte de brume. Thomas, lui, avait le regard vague, lointain. Le neurotoxique faisait son œuvre, insidieusement. Le temps semblait se contracter et s'étirer à la fois. Tu sais, Marc, a commencé Élise, sa voix soudainement plus forte, plus aigre. Tu es tellement prévisible. 25 ans de la même routine. Chaque jour. Chaque année. Tu ne te lasses jamais? Mon estomac s'est serré. Je n'ai rien dit. J'ai juste gardé mon masque impassible. Elle pensait que j'étais déjà sous l'effet de sa drogue, pensait que mes sens étaient engourdis. Qu'elle pouvait tout dire, que je serais incapable de réagir. C'est épuisant, Marc. Vraiment. Les mêmes plans d'architecte, les mêmes discussions sur les rendements d'investissement, le même corps qui s'endort toujours à 9h30 pile. Elle a ricané. Un son froid, métallique, comme une lame sur du verre. J'avais besoin de piment. De vie. De passion. Elle a tourné la tête vers Philippe, son regard embrumé par le produit. N'est-ce pas, mon chéri? Philippe, lui, sait ce que c'est, la passion. Il sait comment faire vibrer une femme. Philippe, le visage blême, a essayé de l'arrêter. Élise, tais-toi, tu parles trop. Ces mots étaient pâteux. Lui aussi commençait à être gravement affecté. Tais-toi. Elle a éclaté d'un rire strident. Mais pourquoi? Marc est avec nous, non? Il nous écoute. Il est dans le voyage, avec nous, n'est-ce pas, mon petit mari? Elle a pivoté vers moi. Ses yeux, injectés de sang, mais brillants d'une sorte de triomphe malsain, m'ont transpercé. Tu sais, Marc, ce n'était pas juste Philippe. C'était aussi Thomas. Elle a désigné Thomas, qui s'était affalé un peu plus sur sa chaise, le regard fixe sur un point invisible. Et d'autres? Ah, si tu savais le nombre de fois où j'ai ri de ta naïveté, Marc. Ton grand amour, tes 25 ans. C'était une prison. Une cage dorée, oui, mais une prison quand même. Mon corps était en pierre. Je ne sentais plus rien, si ce n'est cette brûlure glacée derrière mes yeux. L'air me manquait, le plafond semblait s'abaisser sur nous. Chaque mot était un coup de marteau dans mon crâne, mais paradoxalement, je n'avais jamais été aussi lucide. La confirmation de mes pires soupçons, la confirmation de ma solitude totale. C'était brutal, mais c'était la vérité, crachée avec une cruauté que je n'aurais jamais imaginée. Ce soir, a-t-elle continué, sa voix rauque, c'était censé être ton grand départ. Un sommeil profond. Une mort douce. Pas un accident bête, non, quelque chose de plus, poétique. Mais je voulais que tu saches. Que tu saches à quel point tu étais un bouffon. Elle s'est levée brusquement, déséquilibrée, sa chaise a basculé en arrière avec un fracas. Le bruit a résonné dans le silence que j'avais imposé à mon monde. Elle a titubé, s'est appuyée sur la table, faisant teinter les verres vides. Ses yeux sont redevenus vagues, ses pupilles dilatées. Le sourire s'est transformé en une grimace. La substance était en train de prendre le dessus, d'une manière différente maintenant, plus profonde. La phase d'euphorie passait à autre chose. Elle m'a pointé du doigt, son bras tremblant. Si tu n'aimes pas que je couche avec tes amis, tu peux partir, ils en seront ravis. Ces mots ont flotté dans l'air, des dards empoisonnés. Le rire qui a suivi était rauque, déchirant, presque animal. Un rire de victoire, de mépris total. Puis elle s'est effondrée lourdement sur la table, sa tête reposant sur les miettes de pain et les éclats de verre d'une flûte qu'elle avait fait tomber. Philippe et Thomas, eux aussi, avaient fini par glisser de leur chaise, leur corps s'affaissant sur le parquet comme des marionnettes dont on aurait coupé les fils.
J'ai regardé les 3 corps inertes, dispersés comme des débris. Le silence est revenu, mais cette fois-ci, il était différent. Il était définitif. Mon cœur battait encore, mais le tambour tribal s'était tu. Il ne restait que le vide. Un vide assourdissant. Le silence de la maison après leur effondrement était plus lourd que n'importe quel cri. Un silence qui ne résonnait pas, mais absorbait tout, comme une éponge géante qui aurait aspiré l'air même de la pièce, laissant derrière elle une sorte de vide pressurisé. Je suis resté là, debout devant la table basse, les 3 corps étalés à mes pieds. Élise, Philippe, Thomas. Des poupées brisées, leurs visages encore déformés par les dernières miettes de leur rire méprisant, le poison de leurs mots, maintenant muets. Mon verre, celui qu'elle avait préparé pour moi, était encore sur la table, intact. Le leur, le mien, avait fait son chemin. Je l'ai observé un long moment. Puis, sans une once de précipitation, sans un frisson, j'ai appelé les urgences. Mon ton était posé, la voix légèrement tremblante, juste ce qu'il fallait pour simuler la panique d'un mari bouleversé découvrant son épouse et ses amis inconscients. Une mise en scène finale, presque parfaite. Les gyrophares bleus et rouges ont déchiré l'obscurité de ma rue endormie, peignant des motifs macabres sur les murs de la maison que j'avais si méticuleusement dessinée, si fièrement bâtie. L'odeur âcre du caoutchouc brûlé par les pneus des ambulances s'est mélangée à celle, plus subtile et familière, du jasmin de mon jardin. Les voix des urgentistes, claires et professionnelles, ont brisé le silence de mort. Je les ai vus manipuler les corps, leurs gestes précis, presque impersonnels. J'ai répondu aux questions, des phrases courtes, calibrées, récitant ma version des faits, une célébration qui tourne mal, peut-être trop d'alcool, un malaise subi. Personne n'a douté. Le drame était crédible. Les jours suivants ont été un balai d'attente, un purgatoire stérile entre les murs blancs de l'hôpital où l'air était chargé d'antiseptiques et de l'écho lointain des alarmes. Je n'y suis allé qu'une fois. Une seule. Le minimum syndical. Je me suis contenté de recevoir les appels, les rapports froids et cliniques des médecins. Je ne voulais pas voir leur visage, pas encore. Je voulais que l'horreur infuse, qu'elle mûrisse, avant d'en contempler les fruits. Le vide que je ressentais n'était pas de la peur, pas du remords. C'était une sorte d'anesthésie, une paix glaciale. Le silence intérieur qui avait remplacé le chaos de la suspicion, de la trahison, était assourdissant par son absence de tout. Puis, l'appel est arrivé. La voix du docteur Moreau, grave, presque chuchotante. « Monsieur Dubois, je crois que nous avons des nouvelles pour votre femme et vos amis. » Ce n'est pas bon. Il y avait une hésitation, une sorte de malaise dans sa voix qui dénotait une découverte d'une gravité exceptionnelle. Il m'a demandé de venir. Ce matin-là, le café était froid dans ma tasse avant même que j'aie pu y porter mes lèvres. L'idée de revoir Élise, de croiser le regard de Philippe, de Thomas, ne m'inspirait aucune appréhension, juste une curieuse impatience, comme celle d'un architecte qui inspecte la solidité de sa dernière œuvre. Le couloir de l'unité de soins intensifs avait cette lumière blafarde qui transperce les âmes. Je les ai vus, chacun dans une chambre différente, le visage marqué. Philippe, les traits tirés, un œil à moitié ouvert. Thomas, les mains tremblantes, un filet de bave au coin des lèvres. Et Élise. Son visage était tuméfié, ses yeux cernés, et un tube nasogastrique disgracieux lui traversait la narine. Elle ne m'a pas vu, ou n'a pas voulu me voir. Le docteur Moreau m'a emmené dans une petite salle d'entretien, une table en stratifie au centre, 3 chaises. L'air y était lourd, saturé de mauvaises nouvelles. Il a commencé à parler, ses mains croisées sur la table. Monsieur Dubois, la substance que nous avons identifiée dans le sang de Madame Dubois, Monsieur Lenoir et Monsieur Martel est extrêmement rare. C'est un neurotoxique synthétisé, d'une pureté préoccupante. Il attaque directement le système nerveux central. Chaque mot tombait comme une goutte de cire chaude sur mon âme déjà cautérisée. Je n'ai rien dit, mon visage restait une toile vierge. Les premiers symptômes, l'épuisement, la confusion, sont déjà bien avancés. Mais c'est la suite qui est dévastatrice. Les tests ont révélé une dégénérescence neurologique fulgurante. Nous parlons d'une forme rare et agressive, irréversible. J'ai vu dans ses yeux la pitié, cette émotion que je ne ressentais plus moi-même. Le pronostic vital n'est pas directement engagé, du moins pas dans l'immédiat, mais leur qualité de vie. Il a marqué une pause, un soupir lourd. Ils vont progressivement perdre le contrôle de leurs fonctions motrices.
La parole, la déglutition, la marche. Tout va se dégrader. La mémoire, les fonctions cognitives supérieures, seront également affectées, mais de manière plus aléatoire, plus imprévisible. Nous estimons qu'ils ont entre 1 an et 3 ans, au mieux, avant de devenir entièrement dépendants, des coquilles vides. Une coquille vide. Le mot a résonné en moi. N'était-ce pas ce qu'elle avait fait de moi pendant des mois, des années? Une coquille vide, vidée de ma confiance, de mon amour, de ma dignité. Maintenant, c'était leur tour. L'horreur de ce diagnostic, la lente descente vers l'anéantissement de soi, était une peine bien plus cruelle que la mort rapide qu'Élise m'avait réservée. Le docteur Moreau a ensuite parlé de l'impossibilité de remonter à la source du produit, de sa complexité chimique, du manque d'antidote. C'est une substance faite pour ne laisser aucune trace, Monsieur Dubois. Quiconque l'a utilisé savait exactement ce qu'il faisait. Il n'a jamais soupçonné que je savais. Personne ne l'a fait. Lorsque j'ai quitté l'hôpital, le soleil brillait. Les rayons inondaient le parking, mais leur chaleur ne m'atteignait pas. Je n'ai pas ressenti de joie. Aucune exaltation, pas même une once de satisfaction macabre. Le vide, toujours. Il s'était creusé davantage, s'était étendu pour engloutir toute autre émotion. Je me suis senti comme un tableau terminé, dont l'artiste, après la dernière touche, se rend compte que l'œuvre, aussi parfaite soit-elle, n'a fait qu'exprimer son propre néant. Les retombées sociales et professionnelles n'ont pas tardé. Les murmures, d'abord discrets, sont devenus des rumeurs persistantes. Le drame des 3 amis mystérieusement empoisonnés a fait la une des journaux locaux, puis nationaux. Mon nom a été associé à l'affaire, non pas comme suspect, mais comme le mari et l'ami endeuillé, le pivot d'un drame étrange. Les clients ont commencé à s'éloigner, certains par superstition, d'autres par peur d'une histoire à dormir debout. L'agence d'architecture, notre agence avec Philippe, a implosé sous le poids du scandale. Philippe était l'associé, l'homme de confiance. Comment continuer sans lui, avec lui dans cet état? Les projets se sont arrêtés, les chantiers se sont gelés. Mon nom, jadis synonyme de rigueur et d'élégance architecturale, est devenu synonyme d'une tragédie sordide. Ma vie, cette vie si soigneusement construite, s'est effondrée. La belle maison est devenue trop grande, trop silencieuse. Chaque pièce résonnait du fantôme de ce que nous avions été. Les objets, jadis symboles d'un bonheur partagé, devenaient des reliques d'une trahison. Une tasse à café, un livre, un coussin sur le canapé, tout portait l'empreinte de leur absence, mais surtout de la fin d'une illusion. Je passe mes journées à marcher, souvent seul, le long de la rivière, observant l'eau couler. L'eau ne regarde jamais en arrière. Elle avance, inlassablement, emportant tout sur son passage. La confiance, c'est comme ça, non? Une fois que le barrage est brisé, elle ne revient jamais. Elle file, s'évapore, ne laissant qu'un lit asséché, craquelé. J'ai appris la cruauté humaine de la manière la plus intime, la plus abjecte. Pas la cruauté des étrangers, celle des barbares. Non. La cruauté douce, insidieuse, celle qui vient des sourires, des étreintes, des « je t'aime ». Celle qui vous poignarde avec des mots, avec des corps, avec une indifférence sidérante. C'est ça qui laisse les cicatrices les plus profondes, celles que l'on ne voit pas, mais qui vous rappellent à chaque respiration l'étendue du vide. Est-ce que j'ai gagné? Je ne sais pas. La vengeance a un goût amer, et son prix est l'âme même. J'ai eu ce que je voulais, j'ai orchestré la chute de ceux qui m'ont brisé. Mais le silence qui a suivi n'était pas la sérénité. C'était l'écho de ma propre solitude. La solitude d'un homme qui a traversé le feu, et qui en est ressorti entier, mais calciné à l'intérieur. Je suis là, sur cette berge, le vent mordant qui soulève la buée de mes lèvres. Mes mains sont vides. Mon cœur aussi. Qu'est-ce qu'il reste quand tout s'effondre? Une question suspendue dans l'air froid, sans réponse.